Salut à tous et bienvenue dans Voix de Femme. Quel plaisir de vous retrouver, moi Fouzia. Avec moi il y a Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour Fouzia et bonjour à toutes et à tous sur notre web radio Voix de Femme. Et puis à la barre technique il y a Tal El-Selem, Toto pour les intimes. Salut Toto. Bonjour To. Alors réagissez sur notre page Facebook ou alors abonnez-vous sur notre chaîne YouTube via notre site internet www.voixdefemmedz.com. Un grand coucou pour nos fidèles et abonnés sur Facebook et YouTube. Tu leur dis quelque chose, Louisa ? Un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent. Et nous suivent sur YouTube, sur Facebook et sur notre web radio, bien sûr. Voilà, et puis aujourd'hui, je vous ai récolté quelques infos, j'espère qu'ils vont vous satisfaire. Hein. Alors, il y a de bons, il y a de plutôt tristes, mais bon, c'est le monde et on n'y peut rien. Alors en premier, il y a la haute cour de Gujarat en Inde a refusé qu'une adolescente de 14 ans, enceinte de plus de 5 mois, d'avorter. Cette jeune fille, cette adolescente de 14 ans a été violée. Elle a été violée en février dernier. Selon la législation indienne, les femmes ne peuvent plus avorter au-delà de 20 mois de grossesse. De 20 semaines de grossesse. Mais si on compte 20 semaines, Louisa, c'est l'équivalent de 5 mois. Donc quelque part, elle est dans les normes, quoi. Elle peut avorter, sachant que c'est un enfant né de viol et elle n'a que 14 ans. C'est le père de la jeune fille qui a lancé la requête auprès du tribunal indien. Il affirme que son médecin lui aurait injecté des sédatifs avant d'abuser d'elle. Tu te rends compte, Louisa ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que dans le monde entier, il y a des femmes qui revendiquent et qui demandent d'avoir le droit d'avorter. D'avortement, voilà. C'est un sujet à traiter. De toute façon, il y en a qui sont pour et il y en a d'autres qui sont contre. Oui. À mon avis, c'est selon le cas. Une femme violée, c'est pas comme n'importe quel. C'est selon le désir aussi. Même une femme qui ne désire pas avoir d'enfant, je crois que... C'est vraiment très personnel. À mon avis, c'est vraiment personnel. Ça concerne la femme. Voilà, le couple en général. Si elle le désire ou elle le désire pas. Le couple en cas où elle est mariée, mais la femme, c'est un cas de viol. Voilà. C'est malheureux quand même. Et puis un petit cours d'archéologie, toi qui aimes l'histoire et l'archéologie, avec ces tablettes retrouvées vieilles de 4000 ans qui offriraient un précieux aperçu de toute la richesse culturelle des 70 000 personnes. Certaines d'entre elles feraient mention de données sociales concernant les droits des femmes, mais aussi la législation en matière de contrat de mariage, d'adoption d'enfants ou encore les mariages arrangés à la naissance. Voilà, c'est des tablettes. Il y a écrit dessus quelques lois, quelques droits de femmes. C'est assez ancien. Voilà, ils sont vieilles de 4000 ans. C'est ancien, la sensibilisation à l'égard des femmes, finalement. Exactement. Voilà, mais c'est un combat justement très très ancien, mais qui aujourd'hui peine toujours à retrouver ses traces. La femme a toujours été combattante de naissance. Ça, je confirme. Voilà, et puis ces tablettes incluent tout un ensemble de données sociales et civilisationnelles de l'Anatolie pré-antique. Je précise qu'ils ont été retrouvés en Turquie. Donc voilà. Quelle découverte. Quelle découverte, oui. Elle a circulé pas mal dans les réseaux sociaux. Donc voilà, et puis elle s'appelle Fadouma Daïb, je ne sais pas si tu connais. Elle est somalienne et elle est candidate à l'élection présidentielle de 2016. Elle est née au Kenya et passé une partie de son enfance en Somalie, puis elle est partie en Finlande, puis les USA où elle vit actuellement et poursuit ses études de magistère à Harvard. Donc voilà, après avoir passé 26 ans à l'étranger, elle retourne au pays pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2016. Bravo pour une Somalienne. Elle est jeune, il faut voir sa photo, elle est très jeune, elle est magnifique, elle est toute coquette, toute belle. Elles sont braves les Somaliens. Ouais, bon courage. Nous la soutenons. De toute façon, vous aurez de ses nouvelles, on va suivre sa campagne. Bon courage, il faut avoir beaucoup de force aussi. Ouais. Si elle est élue et tout, elle sera vraiment la première femme à être élue présidente en Afrique. Oui, on espère toujours, mais après on espère juste avoir un pourcentage assez important. Puis ça sera un pas déjà.
Voilà, c'est juste un pas. Pour moi, je trouve que elle sera. Enfin, c'est je doute fort qu'elle soit élue, mais bon. Non, je pense on croise les doigts pour elle et on l'encourage. Je pense pas, mais elle a beaucoup de courage pour le faire. Absolument. Puis on passe au sport maintenant. La sélection algérienne de football des moins de 20 ans, filles, a été éliminée de la course à la qualification au Mondial 2016 après son nul samedi à Ouagadougou contre le Burkina Faso, 1 but partout, lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires. Donc voilà, mais allez, c'est pas grave. Bien sûr, vous êtes jeune, vous avez moins de 20 ans. La vie devant vous. Vous avez toute la vie devant vous, mais c'est bien. On entend souvent parler de plus en plus du football féminin, Louisa, algérien. C'est une bonne chose. Oui, on commence à en parler. J'espère que ça continuera. Il y a pas mal de gens qui sont contre. Contre football féminin ou football féminin algérien? Non, en Algérie, je parle de l'Algérie. Il y en a beaucoup, spécialement d'hommes qui sont contre. Mais pourquoi? Ils trouvent que le football est typiquement masculin, c'est ça. C'est pour il a été connu par les hommes, mais rien n'est acquis. Hein. C'est pas quelque chose de propre. Sinon, pourquoi il y a des hommes qui créent des vêtements de mode, voilà, qui sont chefs, qui font de la cuisine. Il y a des coiffeurs pour dames. Voilà, donc je vois pas. Des chefs cuisine. Je vois pas où est le problème. Enfin bon, j'espère que les mentalités, un jour, elles vont changer. Petit à petit, step by step. J'espère. C'est un combat de tous les jours. Voilà. Tenez debout, c'est tout. Et on passe au rendez-vous, hein. Notez bien, le festival local de la poterie de Maatra à Tizi Ouzou continue toujours. Hein. Rappelez-vous, il s'est passé à Tizi Ouzou, précisément au CEM de Ouannar. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à le dire correctement, je suis désolée si je me trompe. Il compte 160 composants, vous trouverez de tout, hein. Des produits potiers, céramique, tapisserie, l'apiculture aussi, et puis les bijoux Europe Kabyle, on peut pas s'en passer, Louisa, les bijoux l'Europe Kabyle. Ah oui, j'ai vu cette annonce sur la télévision algérienne. Voilà, aussi. On en parle beaucoup, pas mal, même dans les journaux, les quotidiens, mais aussi il y a aussi la littérature, la philatélie aussi, hein, ceux qui collectionnent les timbres et tout ça. C'est très intéressant. Parlant de festival, Fouzia, il y a aussi les racontards, c'est chaque année. Tu sais, je suis racontariste moi aussi. Hein. Donc suivez Louisa, on va te suivre Louisa. J'ai raté pour faire pour être en direct avec les auditrices et les auditeurs. Mais sinon, normalement, je suis là-bas à Tizi Ouzou. C'est un festival international. D'accord. Chaque année à Essiné. Et justement, tu m'en as déjà parlé, voilà. Mais on m'a envoyé déjà l'invitation et tout. Mais j'ai raté. Mais allez, non, il fallait être en direct avec les auditrices et les auditeurs de Voix de Femmes. Et je tiens beaucoup. De toute façon, dans ce festival, il y a des artistes, il y a des conteuses, et des conteurs, des clowns, cinéma, opéra, il y a toutes sortes de culture, de littérature, d'art, beaucoup de choses. C'est merveilleux à visiter et à aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Hein. Ce que j'ai aimé le plus, c'était la nuit des bougies. La nuit des bougies, c'est une tradition à Essiné. Cette nuit-là, tout le village, il n'y a pas d'électricité dans tout le village. Dans toutes les maisons, il n'y a que des bougies. Et moi, je me rappelle très bien, en 2013, je marchais. Être féerique. Ah, c'est magnifique. Je marchais pieds nus avec une bougie. Tout le monde le faisait. On fait ça pour sensibiliser par rapport à l'énergie ou c'est juste une tradition qu'on fait C'est une tradition, mais par rapport à l'énergie aussi, c'est bien. C'est pour sensibiliser aussi. Mais c'est beaucoup plus spirituel. Ah oui, d'accord. C'est être en contact avec la nature, les esprits de l'univers, beaucoup de choses, c'est romantique. Oui, j'imagine, il n'y a que des bougies et puis... il faut y aller. La belle étoile et les bougies et Louisa. Ah non, c'est magnifique. Il y avait aussi des Issawa, des groupes de théâtre, il y avait des chants du Bendayer. Que de la joie. Que de la joie, voilà. C'est super, c'est dommage. Mais l'année prochaine... Projection de films sur les murs d'Etienne. D'accord. C'est magnifique. C'est magnifique, oui. Donc on finit avec... je rappelle que le festival local de la poterie de Maatra se déroulera jusqu'au 30 juillet. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Il nous reste que 2 jours. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Vous allez voir, vous trouverez... vous aurez plein les yeux.
fois. Ah oui. Bon, Voilà, oui. et puis un autre festival, le Ciné Madina, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. En fait, on fait la projection de films, comme tu viens de le dire à Afini, en plein air. Ça s'est débuté le 20 juillet et c'est jusqu'au 6 septembre à partir de 21h30. Ça se passe dans les différentes régions du pays, hein. Il y a l'Est, l'Ouest, même le Sud, à Ouargla, Naama. Enfin, le programme, il est très... On peut pas citer tous les lieux, tous les rendez-vous. Mais il faut y aller. Il y a des longs métrages, il y a des films de documentaires, je peux citer par exemple un film, c'est connu, de Yann Arthus Bertrand, c'est un grand réalisateur et documentariste français. Il a réalisé un film qui s'appelle Alger, vue du ciel. En fait, il a fait plusieurs régions, plusieurs pays, vue du ciel. Il a fait Athénée voilà, aussi. il a fait Alger, il a fait Constantine, il a fait pas mal de régions. Il a fait Athénée aussi, du monde entier. Pendant les Raconteurs de 2013. Voilà, donc, à titre d'exemple, là, parce que je suis fan de ce réalisateur. Donc, sinon, il y a l'Amir Abdelkader, il y a l'héroïne, il y a beaucoup de films, on peut pas citer tous ces films-là. Puis, dernier rendez-vous, c'est Dura. Fait son retour en Algérie après 35 ans d'absence. C'est une grande militante pour la promotion des droits de la femme. Elle se produira dans différentes régions du pays, à savoir le 31 juillet à Batna lors du festival de Timgad, le 1er août à Constantine, le 2 août à Alger, puis le 4 à Tizi Ouzou et enfin le 5 à Tipaza à Chenois. Donc voilà, c'est une merveilleuse femme qui s'est toujours battue pour obtenir ses droits à elle, voilà, puis pour la cause féminine du monde entier. Elle chante, elle fait des poèmes, donc justement, je vous laisse écouter un petit extrait de sa chanson Aïma, à ma mère, et on reviendra, Inch'Allah, juste après. C'est parti, Balal. Alors. Aïma, Mdafrawel. À celle qui a été privée du bienfait de l'amour. À celle qui a été privée du bienfait de la science. À celle qui a été privée du bienfait de la liberté. يما أيا جور مدي فلالي الساعة تشكر غسميس. À cette créature méprisée, il ward yvnan silqis. À la femme algérienne, Amen Nour Midi Tsalim, à la femme du monde entier. Yemma yemma, tepwid de rihat mousni. Dim tawnim. Yidi Sakhouine, je dédie cette chanson à Nouri Chevhan Thudrin comme un réconfort. Dhagini Maradin Qar comme un espoir. Yemma yemma Ishraq Yitij Yem. Nous revoilà à nouveau et place au sujet du jour avec toi, Louisa. Tu as fait un entretien avec une femme qui est battue. Ah oui, c'était un entretien avec une jeune fille qui a été battue et violentée par son frère durant des années. D'accord. Alors elle a vraiment vécu dans une atmosphère de violence. Mais un jour, elle a décidé de tout refaire et de prendre sa vie en main, quoi. Voilà, de faire stop à tout ça et de prendre sa vie en main, comme tu le dis. Elle a quitté la maison. Elle a changé de bled, comme elle a dit. Et elle a fait des études.
Ce qui est bien, c'est qu'elle a bien réussi sa carrière. Elle a fait des études en mathématiques, électronique, tout ce qui est mathématiques. Ah oui. Et elle s'est fait une carrière et tout. Elle a mis la barre très très haut. Hein, oui, mais elle a beaucoup souffert. Vous allez écouter l'entretien. Déjà, elle est toujours traumatisée, malgré toute la réussite qu'elle a eue. Elle a vécu toute son enfance. Oui, et elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'un enfant violenté, il est toujours traumatisé à vie, même si elle peut réussir sa vie. Bien sûr, oui. Mise hommage à cette jeune fille, à toutes les femmes qui ont subi de la violence dans leur vie. Oui. Et je vous invite à l'écouter vous-même. C'est parti. Une victime de violence de la part de votre frère, ça veut dire au sein de la famille, il est censé de vous protéger de toute forme de violence. Pourquoi? C'est une dure question. Je pense que c'est des natures. Des gens qui sont violents comme ça, de nature. Il était violent avec vos sœurs, avec d'autres membres de la famille? Avec les autres. Avec moi, il se permet d'être le plus violent possible. Il ne se permet pas d'être autant violent avec les autres parce qu'il ne les voit pas tous les jours, il ne les côtoie pas. Il y a une certaine approche qui a permis à cette personne de dépasser la limite et de frapper. Pour arriver à frapper quelqu'un ou à utiliser la violence, il faut... subit la violence quand il était jeune ou oui, aussi à la désorientation de... Quand on sort de l'école, on n'a pas vraiment une certaine discipline, donc on n'arrive pas à s'encadrer, à s'auto-encadrer, parce que la maîtrise de soi reste aussi un travail à faire sur soi. Vous avez fait des études? Oui, un peu. Oui, alors j'ai fait technologie informatique, tout ce qui est technologie, maths, physique et tout. Ensuite, avec la violence, j'ai dû... je dis pas que juste la violence de mon frère, hein, parce qu'il y a aussi une violence aussi qui n'est pas forcément verbale ou physique. Il y a d'autres violences qu'on peut subir. Ce qui est justifié par la de société. Violence à l'égard d'une femme. Oui. Voilà. Ou d'un homme, parce que même les hommes, ils subissent la violence, hein, quelque part. Il y en a qui subissent, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est de la violence. Votre frère était victime de violence? Quand il était jeune, peut-être ma maman, elle était un peu dure avec lui, mais après, je sais pas, chacun comment il extériorise. Mais je trouve que surtout, ça peut être que une déstabilisation mentale qui peut emmener quelqu'un. Il n'y a pas que lui. Il y a eu même des personnes dans ma vie qui sont comme ça, violentes. Donc le fait d'avoir été patiente avec mon frère, ça m'a poussée à accepter des personnes violentes dans ma vie et pendant un moment. Et c'est ce qui m'a poussée quelque part une réelle déstabilisation dans ma vie. J'étais complètement déconcentrée de mes études, d'un objectif de la vie d'une femme simple et ça veut dire de travailler, finir ses études et tout. Donc quelque part, ça m'a vraiment déstabilisée. Il y a la confiance en soi aussi. Voilà, il y a la confiance en soi, le confort étant chez soi. Et plus on a besoin, oui. J'ai plus confiance en chez moi. Bon, oui, aux autres. Oui, c'est une résultante, oui. Maintenant, je me dis que j'ai pas le confort d'exister tranquillement en étant rassurée, sereine, la sérénité surtout. On a besoin de sérénité, d'être tranquille pour pouvoir voilà. La résultante de la violence envers un enfant peut mener l'individu à se comporter d'une manière violente pendant sa maturité. Enfin, c'est même pas de la maturité parce que il devient jamais mûr en réalité. Un enfant, c'est comme si qu'on a abusé de son enfance et que je ne justifie pas du tout ces actes d'aujourd'hui, mais il n'a pas la capacité mentale de choisir. Vous avez subi le même traumatisme, les mêmes problèmes, la même violence, la même famille, le même toit, les mêmes parents. Pourquoi vous, non, vous n'êtes pas violent? Je dis alhamdoulilah, c'est tout. Comment cette violence-là s'est manifestée? Frapper des coups de pied, des coups. Donner des coups à quelqu'un, c'est ça. Sur la tête. Se justifie à chaque fois. Par exemple, les coutumes, bien, de me maquiller, de me voir épanouie. D'être femme et d'être libre et d'être ça le dérange. Juste d'être tranquille. Même de faire des études. Même pas, c'est pas ça. La violence chez lui, elle se manifeste pour n'importe quelle raison. Et des fois, il trouve toujours une raison juste pour
sortir un peu sans... Parce que c'est devenu comme un rituel. Quand il arrive à un certain moment, il veut frapper, c'est tout. Dans tout ça, où étaient vos parents? Mon papa, bon, il est décédé depuis un moment déjà. Ma maman, elle peut pas, elle est vieille, donc elle peut pas faire face à ça. Elle n'aime pas ses actes, elle n'aime pas son comportement, mais elle peut pas se défendre. Vous m'avez parlé d'autres formes de violence. La violence de la société, c'est quand vous n'êtes pas peut-être bien comprise. Quand vous n'êtes pas bien comprise, on peut vous tomber dessus avec n'importe quel jugement, avec n'importe quelle vision des choses. Et ça peut être violent, parce que quand vous vous attendez pas à ça... Pourquoi ces larmes là? Non, pas du tout. Avez-vous fait quelque chose pour dénoncer cette violence? Tout, j'ai tout essayé de... Pas pour dénoncer, mais pour l'éviter surtout. Je suis partie, j'ai essayé de... Ce qui est dur en fait, c'est qu'avec le temps, quand on prend de l'âge, on se dit j'ai perdu du temps à rester dans le coma. Je suis restée longtemps. Vous avez regretté certaines choses, certaines attitudes. Le fait de ne pas avoir pris position de femme forte qui défend ses points de vue, non, j'ai pas été forte. Ça, au contraire, ça m'a coulé. Vous pensez que vous n'étiez pas forte avec tout ça? Franchement, je trouve que je n'ai pas été forte. Si j'ai été forte, j'aurais dû arrêter ça au départ, quand ça avait commencé. Comment? Vous étiez toute seule, avec une vieille mère, un père décédé et un macho. Si vous aurez la chance de refaire tout ça, qu'allez-vous faire? J'aurais quitté la maison plus tôt. Voilà, à 20 ans, j'aurais quitté très très tôt. À 18, 20 ans, j'aurais pu gagner du temps. Alors, au lieu de vivre un quotidien amer avec des personnes qui ne vous comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes principes, pas les mêmes visions des choses, puis même pas les mêmes attitudes. On n'est pas discipliné de la même manière, donc on ne peut pas se comprendre. C'est une barrière qui s'est construite avec le temps. Et en changeant de bled, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oh, ça va, très bien. Une nouvelle vie? Oui, un réveil. Voilà, un réveil. Réveille-toi, c'est quoi cette violence que tu vis? Il faut que tu l'évites au maximum, voilà. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Mais c'est pas évident. Maintenant, j'essaye de faire petit à petit, de construire mon avenir pour le temps qui me reste. S'il me reste beaucoup, je ne sais pas, Dieu le sait. Voilà, donc j'espère que ça va aller, c'est tout. Il y a des ambitions, il y a des rêves. J'espère qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est tout. Parce que c'est pas évident de... En fait, même si on vit une certaine liberté, et quand on subit la violence, c'est comme si que notre vie a toujours été un enfer. Avez-vous suivi des psychologues? Oui. Je me fais suivre. C'est déjà un pas. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour faire des études. C'est ça qui me fait mal au cœur en fait. C'est le fait de se réveiller tous les jours le matin, de prendre son cartable, de faire ses études, de se concentrer, d'éviter que tout le monde est en train de jouer et tout, et nous non, on est là en train de cavaler pour avoir une bonne note et tout. Et surtout quand ça dérange votre frère. C'est ça qui était amer. Il l'exprimait pas. Il l'exprimait par la violence physique. Parce que pour lui, ces études-là, c'est une force. Je sais. C'est votre façon de dire non. Oui, une arme envers quoi? Envers une société qui est encore plus violente que mon frère. Vous êtes plus forte avec vos études maintenant qu'avant. Oui, pas plus vous forte. êtes au moins consciente que c'était de la violence. Vous savez, il y a des femmes qui vivent comme ça, qui subissent à vie jusqu'à la mort sans se rendre compte. C'est évident. D'ailleurs, moi, je suis fière de ce que vous êtes en tant que femme. Merci, vous êtes bien gentille de me dire ça. Mais je vous assure que c'est pas évident. Alors, la jeune fille, elle voulait rester anonyme, elle m'a pas donné son nom. Oui, vous voyez bien qu'en parlant, elle a pleuré, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Alors, il y avait beaucoup de silence parce qu'il fallait attendre qu'elle sèche ses larmes. Mais bravo quand même, bravo. Elle a su, prendre sa vie indépendante. C'est dur, oui.
Voilà, donc voilà. Mais bon, il faut dire que c'est pas impossible quand on veut réussir, quand on veut se battre. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est un combat de tous les jours. C'est pas. Ce que je veux dire, préciser dans cet entretien, c'est que bon, la jeune fille m'a dit, mon frère a été victime de violence, mais il faut jamais justifier la violence. Jamais. Parce que même elle a été victime de violence. Ils ont vécu sous le même toit. Avec au sein de la même famille, les deux ont subi de la violence, mais elle est devenue une femme mûre, une femme responsable et indépendante. Elle l'a forgé alors que son frère. Voilà, lui, il est devenu un macho et il faut jamais dire que telle personne est violente parce qu'il a été victime. Voilà, il faut jamais dire le parce que. On est mûr, voilà, il faut choisir son destin, il faut choisir sa personnalité, il faut faire stop et changer ce qui est mauvais, ce qui est négatif dans sa personnalité pour améliorer justement. Voilà, et puis faut pas attendre qu'une telle association vienne vous voir ou telle aide. Non, ça vient de l'intérieur de soi. Voilà, on peut travailler sur soi-même, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, il y a des méditations, il y a des psychologues, il y a beaucoup de choses. Déjà, elle a commencé, le premier pas a été de voir un psychologue. C'est déjà ça. Et puis qu'elle soit consciente qu'elle ait besoin d'un psychologue et d'une aide psychologique. Déjà, c'est une trace de marque de maturité. Voilà, faut dire. On manque déjà de ça. Si on dit à quelqu'un va voir un psychologue pour faire, on a tendance à le prendre mal. Il va prendre ça négatif directement. Il va vous dire mais je suis pas fou, je suis pas malade. Mais c'est pas ça, psychologue. Il y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas de problème psychologique. On a besoin d'un psychologue. On a tout le monde a besoin pour se confier, pour parler, pour avoir. Déjà, quand on vous écoute, c'est déjà un pas. Absolument, c'est déjà un pas vers un remède, on va dire. Fouzia, toi aussi, tu as fait un entretien. Voilà, j'ai fait un entretien justement. Avant l'entretien, je tiens à préciser, à rappeler que le collectif des associations pour la promulgation de la loi contre les violences a adressé une lettre au président du Sénat le 29 juin 2015, donc de cette année, c'est tout récent. Une lettre qui n'a pas eu de suite. Donc on se pose des questions. À la clôture de la session printanière du Parlement, Abdelkader Ben Saleh s'est exprimé sur le sujet. Il a indiqué que le débat sur la loi n'a été ni ajourné ni abandonné. Alors Madame Fadila Chitour nous fait une lecture elle est militante, elle est membre du réseau Wassila, elle est médecin gynécologue aussi. On fait partie du réseau. Voilà, elle est membre, donc voilà. Et elle nous fait une lecture de la loi, de la situation. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec elle. Donc on va l'écouter et on revient juste après. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est aussi la date de l'adoption de la loi contre les violences par la PN. Aujourd'hui, à la fermeture de l'année parlementaire en cours, on apprend que la deuxième chambre du Conseil de la Nation n'est même pas discutée à adopter cette loi. Une question se pose. Pourquoi ? Madame Fadila Boumenja Chitour, membre du réseau Wassila, nous fait une lecture de la situation. Ce projet était en fait un projet de protection de la famille et à l'intérieur de cet édifice, on protégeait la femme et l'enfant. Donc, je suis étonnée, je m'inquiète et j'interpelle le gouvernement pour savoir pourquoi, presque un an après, il y a eu l'adoption de la loi concernant la protection de l'enfant. Bravo, on a salué. C'est déjà ça. Nous avons aussi réagi dès le mois de septembre 2014 pour dire que c'était une très bonne nouvelle pour les femmes qui sont tellement en attente de dignité et de respect de leur intégrité physique et morale. C'était une bonne nouvelle, cette loi qui mettait du droit à l'intérieur même du foyer. Je voudrais rappeler que la violence que subit la femme est à 80% une violence familiale, une violence dans la sphère privée, et que donc il était indispensable, et bravo de l'avoir fait, de légiférer sur cette violence familiale et conjugale. Donc il est maintenant impensable que ce gouvernement qui a semblé être dans une cohérence de lois protégeant la famille, l'enfant et la femme, qui fait adopter la loi sur la protection de l'enfant, s'arrête
à mi-chemin, d'autant que cette loi a été l'objet d'un débat et qu'elle a été adoptée par la PN. Donc il est incompréhensible que le jour de la fermeture de l'année parlementaire, on apprenne que le Conseil de la Nation, la deuxième chambre, n'ait pas discuté et adopté cette loi. C'est cela qui nourrit notre inquiétude et que nous voulons manifester très fort. Vous comptez le faire justement. Vous comptez le faire comment ? Écoutez, je pense que maintenant, effectivement, nous devons, nous avons demandé une entrevue. Je crois que c'est quand même les premiers intéressés au président du Conseil de la Nation. Nous n'avons pas eu de réponse à notre lettre de la fin du mois de juin. Ça, déjà, c'est une anomalie. Nous entendons bien éventuellement retourner vers lui et l'obliger au moins à nous donner une réponse, à être reçu. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons l'intention aussi, c'est en tout cas mon point de vue, de considérer que ce sont les membres du gouvernement, dont d'ailleurs aussi la ministre de la solidarité et de la condition féminine, qui je pense est un des éléments importants qui conduisait cette loi dès le mois d'août 2014. Je crois qu'il est très très important que chaque membre du gouvernement, dont le membre suprême, le Premier ministre et pourquoi pas Monsieur le Président de la République, soient rappelés à leurs responsabilités et soient obligés de respecter leur engagement. Ça me paraît très très important de rappeler que nous plaidons pour un état de droit et une cohérence dans les processus juridiques quand ils sont entamés par notre État. Autre chose, je me souviens que dans l'article qui faisait état en août 2014 du projet de loi, il y avait un paragraphe où on se félicitait, le gouvernement se félicitait avec ce projet de loi qui protège la famille, la femme et l'enfant, il se félicitait de s'inscrire dans la dynamique des progrès du droit international. Autrement dit, il y a presque un an, on avait bien conscience de l'importance d'adopter cette loi, non seulement sur le plan interne de la protection de nos citoyens, parce que quand on dit qu'on protège seulement les citoyennes avec ces lois, c'est pas vrai. On protège les citoyens et en particulier les enfants, car les enfants exposés à la violence conjugale sont absolument traumatisés et sont les deuxièmes victimes de la violence. C'est des parents violents. Voilà, exactement, ils peuvent reproduire. Donc nous protégeons tous les citoyens algériens, dont aussi les enfants et les hommes, parce que être acculé il faut que les hommes entendent quand ils sont violents à l'intérieur des familles, qu'ils n'ont pas le droit de le faire et qu'ils doivent être sanctionnés et punis s'ils se livrent à ces agressions. Donc je rappelle aussi que ça a été présenté au peuple, à la nation et aux citoyens que nous sommes comme une avancée, et c'est vrai, sur le plan du droit interne algérien, mais également parfaitement en harmonie avec les progrès du droit international. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, on ait cette espèce de recul, ou en tout cas d'interruption du processus juridique, c'est-à-dire qu'on prend le risque de décevoir et l'attente des citoyens, mais également le devoir que nous avons, puisque nous ratifions tous les textes internationaux importants sur les droits de l'homme, de risquer de décevoir et de ne pas être en accord avec le droit international. Comment vous pensez vous y prendre ? C'est un combat assez long et assez difficile, je suppose. Très difficile. Et comme on l'a dit, ça rappelle le combat qu'il a fallu mener vis-à-vis du code de la famille. Vous avez vu que certaines, et j'en fais partie, considèrent que c'est un texte anticonstitutionnel et qu'il doit être abrogé, mais nous avons quand même fait avec les réformes de 2005, regardez, 1984-2005. Justement, puisque vous avez mené des combats. Oui.
peut-être le problème n'est-il pas peut-être dans comment vous vous y prenez, voilà, la manière dans laquelle vous y C'est vrai, votre question est très pertinente, vous avez raison. Nous avons chaque fois qu'il y a des batailles à mener comme cela, que nous faisons ce que nous pouvons avec les faibles moyens que nous avons. Mais vous avez raison, et nous sommes prêtes, puisqu'on est un collectif d'associations et d'individus isolés qui veulent, on est prêt à se concerter, à débattre des moyens d'action que nous devons mener. Vous avez parfaitement raison, et je vous donne aussi, j'approuve votre question, parce que on peut s'étonner qu'on se soit laissé surprendre et qu'on ait l'air de réagir le dernier jour de la... Pourquoi effectivement, puisqu'il avait été adopté par la première chambre le 8 mars, on n'a pas, depuis le 8 mars, été en alerte pour obliger le Conseil de la Nation à entériner cette loi, à l'adopter au même titre que l'a adopté l'Assemblée populaire nationale. Nous allons essayer de rester vigilantes et mobilisées et en concertation permanente avec le mouvement féministe algérien et pourquoi pas aussi élargir à d'autres secteurs de la vie politique et civile pour mener cette bataille. C'est une bataille lente et difficile. Fadila Boumendjel Chitour en est consciente. Elle dit vouloir rester vigilante et mobilisée et en concertation permanente avec le mouvement féministe algérien pour mener cette bataille. Voilà, c'était donc Fadila Chitour. Elle nous a fait une lecture de la situation. Je rappelle qu'elle est membre du réseau Wassila, femme en communication et aussi membre du réseau Wassila. C'est tout un réseau qu'on fait partie.
Voilà, et puis c'est un plaisir d'ailleurs, on est très... Et on les salue. On les salue par l'occasion. Ils sont vraiment braves, ils font beaucoup de choses pour la cause féminine. Voilà, je tiens juste à préciser que cette loi, parce qu'on entend tout souvent dans la rue et tout, il y a beaucoup d'amalgames et tout là-dessus. Cette loi n'est pas une loi qui vient pour défendre les femmes, ou on a tendance à l'appeler la femme contre la loi contre la violence faite aux femmes. Ce n'est pas une loi qui est destinée aux femmes, c'est une loi contre la violence que subit ou peut subir tout individu algérien. Ça ne concerne pas que la femme, ça concerne la femme, l'homme, l'enfant, ça concerne tout individu algérien. Toute violence. Donc je sais pas pourquoi il y a eu cette idée qui a circulé que voilà, c'est une loi qui ne protège que la femme. Ce n'est pas vrai, c'est une loi qui protège vous et moi, femmes et hommes. Il n'y a pas de différence. Cette loi a fait couler beaucoup d'encre parce que justement la femme c'est le maillon faible de la famille. Voilà, absolument. Et moi aussi j'ai entendu pas mal de choses et il y a beaucoup de négativité sur ce sujet. Oui. Parce que déjà, ils pensent que c'est pour détruire la famille algérienne. La femme va être indépendante, elle va dire non, donc elle va dénoncer la violence de son mari. Voilà, c'est juste de dire de bouche à oreille. Voilà. Mais c'est-à-dire, personne n'a lu les articles de cette loi. Pourquoi on en parle comme ça et on fait de l'amalgame, on donne des informations comme ça erronées pour induire notre société et notre famille justement, la famille algérienne, à tomber dans le gouffre. Non, c'est faux. Moi, je suis contre ça. Dès qu'il y a quelque chose qui défend les femmes, il y a toujours des problèmes dans la société. Voilà. Et puis ça nous Est-ce que c'est un destin de subir de la violence et de ne jamais dire non? Dès qu'une femme décide de dire non, ça y est, c'est mauvais, il faut qu'elle soit soumise. Ce n'est pas, comme tu le dis, Louisa, ce n'est pas une loi qui défend les femmes, c'est une loi qui défend les Algériens, tout individu. Oui, c'est une loi qui défend tous les Algériens. Si toi, tu veux pas de cette loi, donc je prends un exemple d'un type où là, en général, c'est les hommes qui sont contre, qui ne veulent pas de cette loi. Un jour, vous serez violente et ou alors votre fils ou votre fille sera victime de violence. N'allez pas pleurer ou dire non, notre loi ne protège pas. La loi algérienne ne protège pas les Algériens. C'est faux. Oui, ne dites jamais ça. Maintenant, c'est à vous de décider de dénoncer ou de ne pas dénoncer, de subir. Voilà. Et on finit en beauté, Louisa, avec la joie et la bonne humeur. Tu nous as fait vivre l'ambiance des soirées ramadanesques. Hein. Oui, j'ai visité Ardis. Il y avait plein de monde. Il y avait surtout plein de femmes qui profitaient des soirées de Ramadan pour prendre de l'air frais, comme elle le disait, sur les plages de Ardis. Mais il y avait surtout le cirque Amar. C'est une tradition maintenant. Oui, c'est devenu une tradition. Comme le disait Steve, je suis devenu algérien maintenant. C'est qui Steve? Steve, c'est le directeur du cirque Amar. D'accord. Et c'est un Italien. C'est un Italien, oui. Alors, il y avait beaucoup de familles qui ont trouvé tout ce qui... Il y avait même des familles qui prenaient leur iftar là-bas aussi, chaque soir du Ramadan. Alors, le dernier jour, j'ai profité aussi pour voir les avis des familles. Bon, ce qui concerne le cirque, ils ont trouvé que c'était pas accessible, les prix. Oui, 500 dinars, je suppose. C'était à 500 dinars. Bon, c'est une question de classe. Il y avait première, deuxième, troisième classe. Alors, je me suis dit, d'accord, je vais voir Steve, le directeur, et je vais voir ce qui se passe. Pourquoi c'est cher. Mais il avait son mot à dire finalement. Il m'a dit, il y a des classes et tous les Algériens préfèrent la première classe. C'est normal. Et il a rigolé. Il m'a dit, bizarre, parce que moi, déjà quand je voyage en troisième classe, en classe économique. Oui. Et pour prendre un taxi à Alger Centre, 1000 dinars. Alors, c'est accessible selon lui. Ce qui m'intéressait beaucoup avec Steve, c'était ce qu'il pensait de la femme algérienne. Il avait son mot à dire et l'a trouvée très brave et combattante, tout comme la femme sicilienne de son pays. Voilà, les femmes méditerranéennes, je suppose, se rassemblent de destin aussi. Et vraiment, tout ce qu'il a dit à propos de la femme algérienne, c'était combattante, souffrante. Elle a milité pendant la guerre de la Révolution. Oui, elle milite toujours, elle travaille, dort et à la maison, elle fait. Ce qui fait que déjà, elle a une vision sur la situation de la femme algérienne. Et c'est vrai. C'est une femme qui milite dans le foyer, elle travaille, elle fait anonymement, ceci, elle fait cela, anonymment, surtout ça. Et elle a beaucoup subi, tout comme la femme sicilienne, comme je viens de le savoir, de le découvrir avec Steve. Donc on va l'écouter. Oui. Et on revient juste après. Ah oui, il a beaucoup de choses à vous dire, les femmes.
Le dernier soir de Cirque Amar à Ardis à Alger, Radio Voix de Femmes a profité de cette occasion pour voir les avis des gens, des familles et spécialement des femmes. Mais la surprise, c'était Steve qui est directeur de ce cirque. Steve a beaucoup de choses à dire à vous, les femmes algériennes. جو دايما اردس في الليل. جينا نقدروا نجوا رايحين. الحجه. واش نقول اللي ما عندوش درهم غير ما كلاه يجي. شي غالي حنونه. ولا غير شي غالي ما قدرناش. ليس واش عجبك هنا في اردس؟ كلش. وشنو كلش؟ رحت شفتي سيرك عمار؟ ما رحتش. علاش؟ 50,000 الواحد. لا هذاك خراجي. علاش جيتوا هنا الأردن؟ غير باش نحوس. نجيو نقعدوا هنا اون فامي. بون سي لا بروميير فوا باسكو هذا عملنا الاولاني تاع الزواج. يخرجك غير في رمضان. وي. كيفك ارديس في اوكازيون؟ اون اوكازيون ميم كاين لي فامي لا سيكوريتي ليكليراج كاين موفمون لي زونفون يلعبوا كاين ماناج الدراري يلعبوا. انتم نساء تانيك تحبوا تخرجوا ماشي دائما نساء يخرجوا في السهره. هذه سير على جالنا حنا تانيت حنا في النهار نطيبوا وفي الليل نخرجوا نسهروا. عجبتكم الامبيونس والبحر ولا غير بيان حاله؟ ديتو دراري سيك عمار؟ لا ما ديناهمش. هو اللي ما خلاناش مالا ندخلوا. هو اللي ما خلانا. علاش ما خليتهمش يدخلوا للسيرك؟ على جال لاصوم ما قدرتوش تدخلوا. في رمضان يغلبنا رمضان. علاش ماشي في الفطار هكذا يديروها عاده ونساكم يخرجوا يحوسوا في الليل معكم؟ كي نتزوج ان شاء الله نخرجهم. نعم خواتاتك يمك. لا والو. Directeur artistique du Cirque Amar. Apparemment, on se retrouve comme par tradition déjà. C'est devenu le Cirque Amar, c'est une tradition passer le mois de carême ici de la parking d'Ardis à Alger. Donc la réponse de les familles algériennes c'est très positif, on est content. Les familles aussi sont contentes de nous voir. Donc c'est un peu comme se retrouver par le mois sacré en famille, comme on dit, non? Donc c'est bien, on est très heureux d'être ici avec un nouveau spectacle qui apporte quand même le 90% de nouveautés dans le chapiteau, entre animaux et artistes acrobatiques, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de gens ici, beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui sont présents là. Mais il y en a aussi qui ont dit que le prix est un peu cher. Il y a 3 classes, 900 dinars, 1300, 1600 la première classe. Et en plus, grâce aux sponsors, je vais le dire, vous allez me dire parce que quand même ils ont fait un grand effort, on a pu faire un prix spécial pour le dimanche, le lundi à 500 dinars. Je pense que 500 dinars maintenant, si je vais prendre un taxi pour aller au centre-ville, je paye 1000 dinars. Moi, je pense que tout le monde voudrait bien la première classe, je le comprends très bien, mais moi, Steve, quand je dois voyager en avion pour aller en Europe, je ne prends pas la première classe, je prends l'économique. Quand même, j'arrive, il faut voir un peu par la première classe, il y a 100 places. En deuxième classe, il y a 1000 places. Vous comprenez? Malheureusement, le monde, c'est pas fait. La première classe, c'est pas fait pour tout le monde. Je le sais. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai créé le monde. L'économie, ça marche comme ça. C'est différent par rapport à d'autres mois, d'autres saisons de l'année? Bah, c'est l'ambiance qui se crée dans le mois sacré, le jeûne qu'on fait pendant la journée, après on arrive le soir, c'est l'atmosphère particulière de fête, comme on dit, non? Donc ça se transmet aussi dans le chapiteau, à la rentrée, les enfants qui jouent à droite, à gauche. On attend ce mois vraiment avec impatience pour plusieurs motifs. On se rencontre avec des familles qu'on ne se voit pas pour toute l'année et on s'attend de se voir ici. Oui. Donc on se retrouve. Moi je vois des garçons qui maintenant ils ont 18, 20 ans comme ça qui disent ah mais chaque année on se voit, ah mais chaque année on se voit. Parce que quand même c'est un plaisir, comme un dîner en famille après le carême. Donc, moi, Loin du cirque et de votre travail, avez-vous une idée de la situation de la femme en Algérie? Bah oui, j'ai une idée. Ça fait quand même, je suis devenu algérien. Hein. Vous m'avez accueilli depuis 2003. Je connais mieux l'Algérie que mon pays. Donc oui, on a fait un tableau cette année algérien. Il y a un garçon qui a été formé par nous, un artiste qui dessine avec de la sable. Et là, nous, on a donné notre point de vue sur la femme en Algérie. On a raconté un peu l'histoire. Les passages les plus durs pour une femme.
les 54, le 90 et jusqu'à aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui. Le 54, tout c'était calme, on se retrouvait avec une guerre. Les femmes, on ne le sait pas, mais ils ont perdu, des femmes qui ont perdu leur père, les frères, des oncles. Ils se sont retrouvés presque orphelins. Ils ont dû grandir. Dans les années 90, peut-être ils étaient mariés, ils ont perdu leur mari, jusqu'à se retrouver maintenant. Donc, il faut voir des grands-mères qui ont vécu tout ça. C'est quelque chose d'énorme. Un bagage d'expérience que dans tout le monde, pas tous ils ont eu. Je ne peux pas dire cette chance au malheur, on ne peut pas le dire. C'est une richesse, exactement. Ça dépend de le point de vue, ça peut être pour quelqu'un, on peut le voir comme du malheur, certains, pour des autres, une chance de pouvoir dire j'ai vécu tout ça et je suis encore là. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et nous, je l'ai voulu bien souligner, évidencier ça dans le spectacle, parce que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup quand même. La femme algérienne, c'est une femme, la vraie femme, qui a un peu comme chez nous en Italie, des Siciliennes qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie et quand même ils sont là, ils sont prêts pour faire la femme, la maman et la dame de travail quand il faut travailler. Donc c'est quelque chose c'est une femme complète comme on dit, non? Et sans compter tous les problèmes qu'il a dû passer dans la vie. Donc, voile de femme, voile de femme. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition, Louisa. Voilà, j'étais ravie d'être avec toi. Hein. Moi aussi. Merci. Ben, laissez-nous des messages, des critiques, pourquoi pas. Gardez le sourire, ça sert à rien de faire la tête. Ah oui. Voilà. Comme le disait Foufou. Voilà. Surtout, laissez-nous des commentaires, des critiques, partagez avec nous. Partagez des vos souffrances, votre vie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Critiquer sans crainte. Hein. Aussi, les critiques sont les bienvenues. Voilà, bien sûr, oui, c'est avec les critiques qu'on avance. Voilà, merci. Voilà, et puis... Ça vous dérange pas, Fouzia? Pas du tout, non, je l'appelle Foufou. Il n'y a pas de souci. Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous dire je vous aime, je vous adore et bye bye. Oui. Moi aussi, je vous aime, je vous salue. Et Toto aussi, il vous aime, même s'il ne le dit pas. Et bye bye, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Dans ses yeux mon royaume, je suis le plus heureux des hommes. Un amour fou, un amour fort, qui fait vibrer mon cœur, mon corps, je perds le nord. Regardez-la quand elle sourit, c'est le charme de toute l'Algérie. Que la fête commence aujourd'hui, elle sera la femme de ma vie, de ma vie. Algérienne du sud ou bien du nord, Algérienne, dis-moi que tu m'aimes fort. Algérienne, je n'hésite pas une seconde à dire que c'est toi la plus belle femme au monde. Algérienne, Algérienne du sud ou bien du nord, Algérienne, dis-moi que tu m'aimes fort. Algérienne, je n'hésite pas une seconde à dire que c'est toi la plus belle femme au monde. Algérienne.